Merci beaucoup Frédéric. Bien, donc j'ai bien compris que j'allais initier ce cycle et je vous en remercie, beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que, clairement, comme je l'avais, évoqué lorsqu'on avait déjà, parlé de ce cycle, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et depuis longtemps. Comme ça vient d'être rappelé, j'ai écrit des livres, fait une thèse et écrit des livres sur la question de l'extrême droite à partir des années 80, enfin des années 90. J'ai commencé à travailler sur le sujet à ce moment-là et j'ai été moi-même impliqué dans les milieux écologistes, disons dans les années 90 également. Et je travaille désormais beaucoup sur les questions de transition écologique et sur l'écologie politique. J'ai donc publié des livres. Alors, certains ont évoqué, ça c'est en effet le premier, Néopopulisme à la française. C'était le résultat de ma thèse, pour le dire rapidement. J'ai fait ensuite un dictionnaire de l'extrême droite. Puis sur les écologistes, j'ai notamment publié celui-ci. En gros, j'ai 3 livres sur chacun des 2 sujets que nous allons aborder. Et évidemment, beaucoup d'articles, beaucoup d'interventions dans les médias et toute cette sorte de choses. Donc, c'est pas ici, je viens pas ici pour dire, voilà, j'ai déjà plein de science, etc. C'est juste pour vous dire à quel point ce sujet est un sujet que j'essaie de traiter depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et notamment sous cet angle précis qui est de dire, il y a un problème de néofascisation de nos sociétés, au sens global du terme, et la meilleure façon d'y répondre n'est pas de faire juste de l'antiracisme ou de l'antifascisme, même si ça peut être nécessaire, c'est sans aucun doute de créer une autre possibilité. Et c'est une des choses que j'avais écrit en préambule de ma thèse et de mes livres, c'est on ne répond pas à une vision du monde, fût-elle chimérique ou absurde, sans avoir soi-même une autre vision du monde à proposer. Voilà. Et en gros, ce serait un peu le résumé que je voudrais apporter ici. Et en plus, il est vrai que dès les années 90, j'avais pensé qu'il fallait reprendre l'idée de socialisme ou barbarie de l'époque pour en faire écologie, ou écologisme d'ailleurs, et barbarie d'ailleurs. C'est d'ailleurs une des problématiques que je vais essayer de poser, c'est pourquoi on ne parle jamais d'écologisme alors qu'on parle de socialisme, de libéralisme, de fascisme, etc. etc. C'est un des problèmes de l'écologie, sans doute. Alors, je vais essayer de faire un tour d'horizon puisque j'initie le cycle. Je ne vais pas aller trop dans le détail à chaque fois, mais comme nous aurons une formule écrite ensuite qui viendra plus tard, eh bien, chacune et chacun d'entre vous pourra s'y reporter pour aller voir les différents éléments complémentaires que l'on pourra apporter à ce que l'on dira aujourd'hui ou dans les prochains cycles du webinaire, de webinaire. Alors, premier point, j'essaierai de rappeler rapidement de quoi on parle quand on parle d'écologie. C'est toujours bien de rappeler un petit peu d'où et quelle est la vision rapide que l'on se fait de ce terme. L'écologie, selon moi, n'est pas un clivage dans le champ politique qui remplacerait la gauche, la droite. C'est une vision du monde, une idéologie. Je sais que les écologistes n'aiment pas qu'on dise cela parce qu'ils disent que ah mais non, idéologie c'est trop fort. Mais non, c'est une idéologie en tout point, au point sociologique comme au point politique. C'est pas seulement un paradigme, comme je sais que vous aimez beaucoup le dire. C'est une idéologie, c'est une vision du monde et une vision de l'action dans ce monde. Ensuite, j'essaierai de rapidement définir de quoi parle-t-on quand on parle de barbarie. C'est toujours un peu flou. Et puis ensuite, chacun et chacune pourra, moi rapidement, voilà, je vais pas faire trop de mystère. Il s'agit à la fois des résultats de l'ultralibéralisme contemporain et de la montée des néofascismes. Et là-dedans, ces populismes nationalistes autoritaires, comme on les appelle en sciences politiques contemporaines, il y a tout un tas de choses, et notamment des technologies nouvelles, des imaginaires politico-religieux, une pensée magique, et aussi des mafias, et aussi tout un tas d'autres personnes qui sont en train d'agir dans ce milieu-là. Voilà, le troisième point, je dirais rapidement, qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi est-ce qu'on en parle plus? Pourquoi il se passerait quelque chose en ce moment de particulier? Il y a des nouveautés, il y a des choses qui font que l'urgence, en effet, est aussi de ce côté-là. Quatrième point, j'essaierai de dire pourquoi l'écologie est la mieux dotée aujourd'hui pour lutter contre la barbarie. Pourquoi est-ce que c'est aux écologistes, comme le disait Serge Moscovici, un de mes maîtres à penser, que c'est aux écologistes de combattre cette vision du monde. Et enfin, cinquième point, comme disait Lénine, que faire? Voilà. Rapidement, donc, premier point, l'écologie, on parle de quoi? On parle d'une vision du monde et j'aimerais qu'à un moment donné, et les intellectuels et les gens sur le terrain puissent assumer le fait qu'ils sont porteurs d'une vision du monde et pas seulement d'un paradigme, d'un nouveau clivage dans le champ politique. C'est pas une question de gauche, de droite, hein. C'est comme si on disait que le socialisme, c'était réductible à la gauche des années 80. Non, il y a quelque chose de bien au-delà dans une vision du monde. C'est une idéologie, elle procède de la rencontre d'ailleurs
en plus d'être une idéologie, c'est de la rencontre, j'ai donné ce cours à plusieurs reprises, d'une écologie d'origine scientifique. Hein. L'écologie, au départ, c'est des naturalistes, des médecins, des conservatoires de la nature, c'est des scientifiques, et la rencontre avec une préoccupation montante autour des modes de vie après la Seconde Guerre mondiale, notamment autour de la question de la bombe, les provos hein, dans les milieux urbains, les mouvements de libération des femmes et tout un tas d'autres choses. Le Value Party en Nouvelle-Zélande est considéré comme le premier parti écologique en 72 et il se fonde bien sur des valeurs, pas sur juste l'environnement. Et à la fin du XXe siècle, l'écologie devient politique, à partir des années 60-70 d'abord sous une forme très associative et ensuite de plus en plus politique, même si les écologistes ont toujours un problème dans leur rapport à la politique. Je ne vais pas ici faire cette histoire. L'écologie, donc, je le rappelle, a d'abord été et reste une approche scientifique. Dès le milieu du 19e siècle, elle se fonde sur des observations scientifiques et pas juste sur des idées ou des conjonctures. On observe des évolutions, l'étude de l'environnement et de la nature. Ensuite, le oikos, hein, qui forme le écologie, oikos logos, avait besoin donc d'un logos pour une compréhension des interactions. Le oikos, c'est le foyer, c'est le lieu de vie à l'origine, pour le dire rapidement. Et vous noterez qu'il y a le oikos, logos, et le oikos, nomos, l'économie, hein, les normes, qui ne sont pas du tout scientifiques pour le coup. L'économie, ça n'a rien de scientifique. On nous fait croire qu'il y a des normes, que les normes peuvent être scientifiques. Non, l'économie, c'est de la comptabilité et de la projection sur des choses qu'on ne sait pas. Alors que le oikos logos, l'écologie, c'est de la science. Comme, d'une certaine façon, je suis sociologue, la sociologie, c'est une science sociale, mais c'est une science, elle a des méthodes, elle a des choses, elle est reproductible, elle a un certain nombre de règles. Eh bien, l'écologie est un pendant du sociologos, de la sociologie, comme la biologie, comme tout un tas d'autres choses. Je dis cela parce que ce n'est pas tout à fait anodin dans une époque où les gens veulent plus du tout apprendre et comprendre les choses, mais veulent juste avoir des opinions. Avoir des opinions, ça ne suffit pas à faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. L'approche écologique est donc une approche qui se veut rationnelle, fondée sur des faits, des observations, des arguments factuels. Voilà. Ça, c'est un premier point qui est non négligeable dans l'époque que nous vivons, et pas seulement sur une opinion, un sentiment ou une représentation du bien et du mal. La crise climatique, l'effondrement des écosystèmes, l'extinction de masse des espèces, l'extinction des ressources en eau, en énergie, c'est des réalités physiques observables et mesurables. Et à un moment, il va falloir que l'écologie se hisse au niveau où elle est, c'est-à-dire l'écologie ou l'écologisme d'aujourd'hui, c'est une vision du monde qui postule un changement radical de mode de vie pour la sauvegarde des conditions de vie sur Terre. Ni plus ni moins. Donc c'est beaucoup. Ce n'est pas tout, mais c'est énormément de choses. L'écologie, rapidement, je vous propose une vision de la politique mondiale. Il y a eu l'idée selon laquelle la gauche et la droite résumaient la politique mondiale. Aujourd'hui, ça n'est plus opérant. Pour la majorité de la population, la gauche et la droite ne sont plus opérants et dans la plupart des pays du monde, on voit plus très bien. Il reste ce que les valeurs de gauche, ce que les valeurs de droite peuvent raconter, il reste des choses. Néanmoins, la science politique aujourd'hui considère, en tout cas le laboratoire auquel j'appartiens, à Grenoble, laboratoire Pacte, nous avons fait plusieurs livres sur le thème qu'il y aurait aujourd'hui trois grands pôles sociopolitiques qui émergeraient. Hein, c'est la tripolarisation du champ politique. C'est pas des partis, c'est des pôles. Un pôle qu'on va appeler la social écologie pour faire rapide, qui est une sorte d'alternative qui reprend les valeurs de la gauche et qui y ajoute l'écologisme comme vision d'avenir. Un pôle technolibéral, qui serait le pôle que, par exemple, en France, Emmanuel Macron pourrait incarner, et un pôle d'identitarisme autoritaire, que Marine Le Pen et quelques autres incarnent bien en France. Le problème, c'est que ces pôles sont sociologiquement déséquilibrés. Le pôle principal, c'est le premier, social-écolo. Il pèse environ 38% selon la plupart des études sociologiques. Et même en termes d'imaginaire, il pèse plus de 50% de l'imaginaire des Français. Sauf qu'il est extrêmement minoritaire en termes politiques pour tout un tas de raisons qu'on pourra aborder par la suite. Donc il y a un pôle important, le social-écologisme, pour le dire rapidement, un pôle très faible en termes de nombre de personnes et d'imaginaire, c'est le technolibéralisme, mais il gagne les élections. Et il y a un pôle qui n'est pas majoritaire en termes sociologiques, l'identitarisme autoritaire, mais qui gagne également de plus en plus de place dans les médias et dans tout un tas de choses. Chacun des pôles est sociologiquement déterminé, mais ensuite mène un combat plus ou moins fort, combat culturel, médiatique, politique, pour la prééminence culturelle. Je reprendrai ici évidemment les idées de Gramsci sur ce sujet, on y reviendra. Voilà, ça c'est le cadre général. Alors, deuxième point, de quoi on parle quand on parle de barbarie? Je vais essayer d'aller vite, donc évidemment, je vais manquer des petites choses au passage. Vous pourrez y rajouter les choses qui vous gênent, vous, personnellement, le voisin qui vous engueule, etc., etc. Mais en gros, le terme qu'on utilise ici donc, est repris, ça a été dit,
du groupe Socialisme ou Barbarie des années 50-60 de Lefort et Castoriadis notamment. Sauf qu'aujourd'hui, l'extrême droite identitaire, le néolibéralisme autoritaire ont pris encore plus de poids dans les sociétés contemporaines qu'elles n'en avaient à l'époque, à certains niveaux, et surtout plus de poids médiatique, pour tout un tas de raisons, j'y reviendrai. Il ne s'agit évidemment pas de la question de la barbarie au sens très ancien du terme, hein, les non-romains, ce n'est pas du tout ça dont on parle de ce qui vient détruire le commun, la civilité, je dirais même la convivialité. Et là, j'en réfère au convivialisme, dont je fais également partie, d'un certain Alain Caillé, qui a écrit un très bon livre, hein, Extrême droite et autoritarisme, pourquoi. Il explique très bien ce que le convivialisme apporterait, tout comme l'écologisme d'ailleurs, en termes de rénovation de cette forme de convivialité, cette forme de civilisation, n'ayons pas peur des mots, même si certains les utilisent à dessein de façon alambiquée. La barbarie, je dirais aujourd'hui, c'est un processus, c'est un retour à un état de guerre civile larvée ou en germe de certains contre d'autres au sein de nos sociétés. Très clairement, cette fascisation que l'on peut percevoir procède également d'une polarisation extrême que l'on voit bien dans certains pays et qui est en train d'arriver dans les nôtres par des arguments notamment d'autorité, contre la raison en général. Ces arguments d'autorité, c'est de dire on a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi. La raison dit qu'il faudrait faire autrement, mais eux considèrent qu'on n'a pas à changer. Vous verrez que derrière, cette barbarie, c'est une représentation qui mêle plusieurs courants de pensée, qui se rejoignent dans une forme d'imaginaire global, qui emprunte beaucoup à l'idée de liberté absolue pour quelques-uns et de contrainte absolue pour beaucoup d'autres. Il y a quelque chose là qui se joue entre la liberté qu'ils réclament, qui est en fait pour quelques-uns seulement, et de contraintes qu'ils réclament également, hein, de l'autorité, la contrainte, l'ordre, etc. En fait, c'est pour beaucoup. Hein. Tous ceux qui ne font pas partie du in sont dans le out. Les inclus et les exclus du groupe identitaire, hein, il y a les nôtres et les autres, du groupe religieux, du groupe ethnique, du groupe économique. Voilà. Et là, il y a quelque chose de particulier. Cette barbarie-là, elle est particulière. Premier point, ce que j'appellerais, et avec Alain Caillé en l'occurrence, les excès des modèles ultralibéraux de destruction des règles de vie en commun. Ces excès mettent en avant très clairement l'avidité et le profit, l'individualisme forcené, l'enrichissement des riches, la loi du marché sans frein et l'illimitisme. Et c'est là que ça vient cogner à la porte de l'écologisme en plein. C'est que sur tous les sujets, ça cogne, mais sur l'illimitisme, alors là, c'est complètement, c'est de la folie. C'est ce que disent, il faut être soit économiste, soit fou pour penser qu'une planète limitée peut donner des fruits illimités. Et puis enfin, l'absence d'alternative, hein, le fameux TINA, there is no alternative. Ça, c'est ce que les excès des modèles libéraux et ultralibéraux donnent aujourd'hui. Et puis, il y a derrière ce que moi j'appellerais les formes de néofascisme contemporain. Alors, du néofascisme, il y a des discussions chez les fafologues, comme on s'appelle entre nous, sur néofascisme, post-fasciste, etc., etc. Pour ma part, je considère que ce sont des néofascismes, au sens où c'est une réinvention de quelque chose qui, dès l'Italie des années 20, commence à prendre place et se transforme tout au fil des différentes phases et des formes des fascismes au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons affaire à des autoritarismes et des appels à la guerre ethnique et raciale, très clairement. Nous avons au sein de nos pays, mais aussi dans d'autres, ce phénomène qu'on appelle l'accélérationnisme, hein, qui considère que comme la guerre ethnique et raciale est absolument inévitable à un moment ou à un autre, il faut la déclarer le plus vite possible pour la gagner avant que les immigrés soient trop nombreux. Et on voit bien un certain nombre de groupuscules violents d'ailleurs, hein, qui sont aujourd'hui en procès, qui sont suivis par les services de sécurité, qui font florès sur ce thème-là, avec des gens un petit peu partout, en France, en Europe ou dans le monde. Il y a derrière tout ça des États, des groupuscules, des partis et des médias. Hein, il faut être très très clair. Cet identitarisme agressif, dirais-je, ce nativisme, hein, on est né ici, on a tous les droits, que l'on voit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, en Inde également, mêle généralement religion et politique. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut jamais oublier. Quand vous parlez avec un néofasciste convaincu, à un moment donné, il sort de l'ordre du politique pur et il part dans l'ordre de l'explication magico-religieuse. Hein, ce que Eric Voegelin appelait les religions politiques dès 1938, à propos des fascismes et du nazisme notamment. Cet imaginaire politico-religieux, qui était l'objet de ma thèse, hein, concrètement, j'ai expliqué comment le Front National réussissait parce qu'il utilisait, il piochait dans le religieux à l'abandon tout un tas de symboliques qui faisaient une propagande rénovée.
cet imaginaire politico-religieux, on le voit, Agnès nous en parlera à Perpignan, moi je le vois dans plein d'endroits, enfin, ils puisent là-dedans, Jeanne d'Arc, tout un tas de choses, mais on le voit aussi chez les croisés chrétiens, hein, les charismatiques protestants qui sont extrêmement puissants, qui sont la religion qui progresse le plus dans le monde et en France notamment, bien plus que l'islam. Vous pouvez les voir aux orées des grandes villes aujourd'hui. Cette pensée magique, on les retrouve chez les djihadistes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Coran, mais par contre, ils font tout un tas de petits trucs magiques pour aller mieux, etc. Ils croient vraiment qu'il y a des vierges qui les attendent après la mort. Enfin, bref. Chez les hindous fanatiques, moi j'ai travaillé sur l'Inde et l'hindouisme fanatique du Bharatiya Janata Party, avec le RSS, etc. Sont des fanatiques ils sont vraiment dans une pensée magique absolue. Si vous avez lu le Mahabharata, vous savez à quel point ça ressemble à Marvel. Hein. En gros, il y a des gens qui lancent des trucs, il y a des archers qui font des kilomètres avec leur. C'est du Marvel. Hein. On a un mélange là qui est un peu toxique et un peu étrange de magique, de religieux. Et même le pénisme a été une pensée magico-religieuse d'une certaine façon. Donc voilà, il y a ce domaine-là qui est les politiques, le politico-religieux, très clairement. Et ça, on le voit chez Trump, on le voit chez Bolsonaro, on le voit chez évidemment Erdogan, on le voit chez Poutine, on le voit à peu près partout. Voilà. Mais il y a aussi un mélange de mouvances encore, je dirais, presque plus dangereuses parce qu'on les a assimilées. Je parlerai du nativisme, bien sûr, européen, mais pas seulement, blanc, mais pas seulement. Les hindous ne sont pas en reste. Les musulmans à l'égard des noirs ne sont pas en reste, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de je suis né ici, j'ai des droits supplémentaires et je vais l'imposer au reste du monde. Il y a un repli sur soi dans à peu près toutes les grandes tendances politico-religieuses. Et puis, il y a derrière aussi du masculinisme, des nouvelles technologies, des mafias, c'est-à-dire des groupes privés et des groupes extrêmement puissants qui sont à la manœuvre. On peut parler de la mafia russe en Europe, on peut parler de tout un tas de mafias appuyées sur des trafics qui sont extrêmement juteux. Aujourd'hui, les trois marchés les plus juteux dans le monde, c'est la drogue, les armes et les femmes. Il se trouve que ce sont des activités interdites et donc ce sont les mafias qui font le plus d'argent. Et il y a aujourd'hui des mafias qui sont plus puissantes que des États. On parle d'États, de narco-États désormais au cœur de l'Europe. La Belgique, les Pays-Bas sont en train de devenir des narco-États. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas négligeable. Et enfin, dernier point, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie parce que c'est un soutien à un moment donné qui risque de faire basculer les choses, c'est les armées privées. Hein. Que ce soit aux États-Unis avec Blackwater, que ce soit avec Wagner en Russie, mais aussi au cœur de l'Europe, il y a désormais des mercenaires, des armées privées qui sont clairement de ce côté-là de la force, pour le dire rapidement. Voilà, en France, évidemment, on peut les voir assez facilement, hein, qui sont les emblèmes de ces tendances, je dirais, de barbaresques ou folles. Évidemment, de Zemmour à Le Pen, vous voyez bien de quoi je veux parler, des franges complètes de la droite LR aujourd'hui, en passant bien sûr par Hanouna, Pascal Praud, Russia Today et compagnie, c'est-à-dire tous ces gens financés soit par la Russie, soit par Bolloré et consorts. Il y a là des forces médiatiques et politiques qui sont soutenues par des grandes entreprises et quelques mafieux, en effet. Voilà. Sociologiquement, on va dire rapidement, si les écolos sont des bobos, eh bien là, nous avons affaire à des boubours, bourgeois bourrins, c'est gourmettes, voilà, SUV, et j'ai raison parce que j'ai raison. Je fais très très vite, je pourrais faire une analyse sociologique plus poussée si vous le souhaitez. Voilà. Je dirais, pour rendre un hommage à son âme, s'il en avait une, que Berlusconi a clairement été l'emblème de cette reconquête à succès, médias, mafia et politique. Voilà. Il est décédé récemment. Voilà. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Je vais essayer d'aller vite. Désormais, il y a plus de pays autoritaires dans le monde que de pays démocratiques. Et les pays démocratiques sont en déliquescence, dont la France. On baisse chaque année. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a renversé la donne des années 70-80 où on pensait que la démocratie, hein, vous vous souvenez, le dernier homme, Fukushima, voilà, la démocratie était l'arrivée de la course, hein, l'arrivée de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est le dernier homme, Francis Fukushima. Ce n'est pas le cas. En fait, l'histoire s'est réveillée et on va vers de plus en plus de régimes autoritaires dans le monde. Pour rappel, en 2020, les 5 premières puissances mondiales étaient autoritaires et néofascistes. Par ordre de nombre de population, l'Inde, la Chine, le Brésil, la Russie et les USA. Les 5 premières puissances mondiales, la France n'en est plus. C'est l'Inde qui est passée devant. En Europe, c'est la Hongrie, la Pologne, la Suède, l'Italie, la Finlande qui ont des gouvernements avec l'extrême droite au pouvoir. En France, tout le monde attend 2027 avec anxiété, puisque, a priori, Marine Le Pen est en tête largement de tous les sondages. Donc, il y a un problème, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau mondial,
et au niveau, j'allais dire local, puisque la France est pour moi une localité de l'Europe et du monde. Premier point, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les nouvelles technologies aident fortement à la diffusion rapide et incontrôlée de ces idées à travers divers canaux. Et quand je dis divers canaux, il y en a auxquels on ne pense pas. C'est les jeux vidéo, c'est les séries télé, c'est les vlogs, c'est les blogs, c'est tous ces endroits où s'abreuve toute une partie de nos populations qui sont évidemment abreuvées de, en gros, de choses comme, voilà, il y a l'invasion des zombies. Et les zombies, on voit bien qui ça pourrait être. Il y a des jeux vidéo qui permettent à tous ces jeunes de se former à la guerre de demain, puisque c'est quand même pour ça que l'armée américaine a popularisé les jeux vidéo à une époque, hein, c'est pour former des combattants sans que ça coûte trop cher. Et puis, toutes les séries télé, les blogs, etc., qui disent qu'en gros, la décadence, la fin du monde est pour demain et qu'il faut chacun et chacune partir dans une forme de confusionnisme qui peut aller jusqu'à une forme de voilà, survivalisme de plus en plus agressif. La fièvre, j'appellerais ça une fièvre, des conspirationnismes, des complotismes et des confusionnismes, c'est pas Confucius, confusion, rend le débat impossible et déséquilibré. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus avoir un débat un petit peu serein, ni sur les réseaux, ni même dans certaines réunions publiques. Premier point. Deuxième point, l'internationalisation, le fait que ce soit une internationale de plus en plus forte, ce qui n'était pas le cas des années 80 et 90, et le poids financier de ces groupuscules et de ces idées, qui sont propagées par une propagande néofasciste, clairement, la fachosphère, qui lui a donné une force considérable à travers le monde. L'Europe a été très fortement influencée par des groupes qui agissaient en Russie, les Fermatrol, aux États-Unis, Quanon, Bannon, etc. Ces gens qui ont financé des campagnes complètes, et dans d'autres pays du monde. Et puis, troisième point, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, je dirais la faiblesse des adversaires. C'est-à-dire que dans le monde entier, les forces qui s'étaient historiquement constituées en front, le Front populaire ou le Front antifasciste, contre ces néofascismes au XXe siècle, ont perdu du terrain économique, culturel, politique. L'antiracisme n'a pas été une réponse adaptée ni suffisante, et ce qu'on appelait l'ancien camp du progrès est aujourd'hui désuni, affaibli, incertain sur ses valeurs, ses certitudes, il est désorganisé, il est même hésitant et parfois attiré par les sirènes de la confusion. Hein, sur les gilets jaunes, sur les vaccins, sur le pass, on a pu voir au sein même de l'écologie un certain nombre de courants qui ont dit que finalement, pourquoi pas, le vaccin, il fallait se rebeller, le pass, c'était oui, mais à quel prix et de quelle façon. Donc il y a une faiblesse de plus en plus forte de ces adversaires. Évidemment, en face, ils avancent. Mon cinquième point, pardon, c'est pourquoi l'écologie est-elle la façon la plus adaptée de répondre? Je dirais d'abord parce qu'elle n'a pas le choix. Tout simplement. Premier point, et c'est ce que je dis depuis 20 ans, en tant qu'écologiste, nous avons, je me mets dedans, même si je ne suis pas membre d'un parti, l'écologie n'a pas le choix, elle est le camp de l'espoir et de l'action, contre celui du désespoir et des passions tristes, comme dirait Bruno Latour. Et surtout, elle est le camp des solutions à la vraie crise face aux fausses solutions à la fausse crise. Aux crises subalternes, aux crises d'identité, aux crises migratoires qui nous submergeraient, qui sont objectivement des crises qui n'en sont pas. Alors que la vraie crise, celle dont parle l'écologie, l'écologisme, elle va submerger beaucoup plus de choses et elle peut même mettre en cause la survie de l'humanité. En plus, elle n'a pas le choix, l'écologie, parce qu'de toute façon, elle est la cible de toutes ces attaques réactionnaires, néofascistes et ultralibérales dans le monde entier. Je rappelle, juste au cas où ce serait oublié, ce sont les militants de l'environnement aujourd'hui qui meurent régulièrement, beaucoup plus que les militants syndicaux ou les journalistes des années 80, 90 et 2000. Aujourd'hui, ce sont les militants de l'environnement, plus de 200 par an, qui meurent en Inde, en Amazonie. Voilà, et il est là, le front, le nouveau front, il est là. Il y a une émission qui le met en scène. L'écolo-bashing en France, c'est le signe que la confrontation est bel et bien engagée et que les adversaires ont bien compris qui était leur adversaire à eux. L'écolo-bashing, c'est pas une blague, c'est pas une petite buette pour rigoler, c'est pas juste parce que les gens ils aiment bien se moquer des Belges et des écolos. C'est vraiment une opération menée, concertée, parce que eux ont compris que l'écologisme était une vision du monde qui pouvait supplanter parce qu'elle mettait en avant une crise qui était bien réelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'écologie, il me semble, est la seule vision du monde qui a émergé au cours du XXe siècle et qui propose des réponses sérieuses à une crise sérieuse, à la crise globale qui menace l'humanité, pas juste l'ego de Éric Zemmour. Hein, la gauche et la droite aujourd'hui sont plus opérants. Et donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, l'imaginaire du déclin civilisationnel que nous met Zemmour devant le nez en permanence dans tous les médias possibles et imaginables,
l'identité, l'immigration, les intellectuels, la gauche, oulala, les écologistes qui sont méchants, ce que certains ont déjà évoqué, est en train de prendre le pas sur celui de l'urgence écologique. C'est quand même un peu fou. Oui, c'est fou, parce qu'on est dans l'ordre du religieux, de la croyance, et pas dans l'ordre de la raison. Alors même que l'imaginaire écologiste, je le rappelle régulièrement, est largement plus présent dans la population. En réalité, quand l'Obsoco, par exemple, Observatoire Société Consommation, fait une étude tous les ans sur les imaginaires des Français, c'est 53% pour l'environnement et l'écologie. Et c'est c'est environ 30% pour les questions de sécurité et de sécurité propre, et c'est moins de 20% pour les technolibéraux, donc le macronisme, pour le dire rapidement. Donc l'imaginaire écologiste est loin devant les autres. Hein, ce que Latour appelle le nouveau régime climatique devrait s'imposer comme une évidence à tous les niveaux. Elle est là. Les gens pensent déjà que l'écologie a raison. Le sujet n'est pas tellement là. Par contre, est-ce que l'écologie est capable de mettre ça en scène derrière? Voilà. Est-ce qu'il est encore possible de construire un récit de civilisation, au sens global du terme, un imaginaire fondé sur l'espoir qu'une réaction de l'humanité pourrait encore la sauver avant l'effondrement, la catastrophe, l'extinction potentielle? Voilà. Ce que Bruno Latour appelle mettre de nouveaux mots et inventer une nouvelle prospérité, et pas juste une économie ou une croissance. Non, non, prospérité. Voilà. Et là, il y a une bataille à mener. Et puis, troisième point, il y a une solution contre un problème. Voilà. Pourquoi l'écologie? Ben parce que l'écologie, c'est une vision fondée sur les faits, les alertes scientifiques qui posent l'urgence et la nécessité d'agir, des solutions pour agir et éviter une crise bien réelle, l'extinction des dérèglements, qui entraînerait la fin de l'humanité. C'est une solution. Alors que la barbarie, c'est une vision négationniste fondée sur des fantasmes, des croyances, religion, bricolage identitaire, qui entraîne la destruction des humains entre eux, des guerres, des haines, etc. Donc vous avez d'un côté une solution, de l'autre côté un problème, et les gens disent ben, je vais préférer le problème. Bon, en tant qu'écologiste, on a un problème. Donc c'est mon dernier point, que faire? Premier point, l'écologisme est un géant sociologique et idéologique, mais un nain politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer depuis pas mal d'années. Ce que Serge Moscovici appelait une minorité active, d'ailleurs il avait inventé le terme pour les écologistes, étant lui-même écologiste, qui doit devenir mouvement social, qui doit se donner les moyens de l'être. Pour ça, bah, sa faiblesse, elle vient de son manque de vision et sa stratégie sociétale, dirais-je. Sociologiquement, les créatifs culturels, il y a des études qui ont été faites, c'est-à-dire, en gros, le peuple de l'écologie pèse 38% de la société. Voilà. Mais simplement, quand on leur demande, vous pensez que vous êtes combien? Ils disent, oh, maximum 5%. Aucune vision sociétale, aucune vision du fait qu'ils sont une majorité relative. Pas à 50%, mais 38%, quand on a une tripartition, tripolarisation, c'est énorme. Ils votent peu, ils votent pas, ils veulent pas toujours pareil, etc. Surtout, ils s'ignorent, ils se divisent, ils se combattent à coups d'arguments intellectuels sur des pécadilles. Hein. Il suffit de voir ce qu'on voit entre les colibris, EELV, LFI ou les ONG, etc. Objectivement, c'est beurre sans sel et beurre salé. À l'extrême droite, ils sont beaucoup plus divisés sur le fond, mais beaucoup moins quand il s'agit de combattre. Et puis chacun, chez les écologistes, fait dans son coin, pas collectivement. Bref, il y a un côté bobo sympa, mais pas puissant, pas à la hauteur de l'enjeu qu'ils annoncent. Hein, on le voit à chaque fois que je fais, moi, des campagnes avec des écologistes, ça m'arrive régulièrement. Parfois, elles gagnent, mais souvent, elles perdent. Eh bien, on voit bien que ce que les gens nous disent, puisqu'on fait des groupes quali, des choses, etc., c'est, bah, moi, je veux bien voter pour eux, mais ils n'ont pas l'air à la hauteur du truc, quoi. Enfin, ils ne sont pas puissants, ils manquent de puissance face à une crise globale et un effondrement qu'ils annoncent par ailleurs. Donc, il y a là un différentiel qui est fort. L'autre côté, c'est l'inverse. Hein, ils annoncent des trucs qui ne sont pas très, très importants. Par contre, ils ont l'air très puissants, très costauds, ils sont prêts, ils ont des armes, etc., etc. Donc là, il y a un déséquilibre qu'il va falloir à un moment prendre en compte. Deuxième point, ce que j'appellerais, et là, évidemment, beaucoup d'entre vous le savent et le disent depuis longtemps, mener la bataille culturelle. Hein, ce que Gramsci appelait la question de l'hégémonie culturelle. Quelle est l'imaginaire, quels sont les mots, quelle est la communication, la propagande qui prend place dans une société à un moment donné? On voit bien qu'aujourd'hui, en termes politiques et médiatiques, l'écologie est faible, parce qu'elle a la faiblesse, notamment, et ça c'est moi qui l'ajoute, de penser que celui qui a raison l'emporte. C'est une forme de naïveté et de paresse. Bah, nous, on a raison, la crise, tout le monde voit bien qu'il y a la crise. Donc, à un moment, ils vont voter pour nous, pas besoin de faire la com, pas besoin de faire campagne, pas besoin d'avoir un vocabulaire, ni un langage, pas besoin de formation, pas besoin de tout ça. Je vous informe juste que le Front National a un organisme de formation depuis les années Maigret. Ils forment leurs militants. Alors, ça ne se voit pas, je sais, mais ils les forment quand même. Et au moins, ils parlent tous pareil. Ça n'a jamais existé chez les écologistes. Parce que, bref, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas ici. Voilà. Et deuxième point, l'écologie ne mène pas la bataille parce qu'elle ne pointe jamais ses adversaires de façon claire. L'écologie laisse prospérer et avoue sa faiblesse
son manque de puissance, donc le fait qu'elle soit peu rassurante, puisqu'elle ne dit pas qui sont et comment sont les pollueurs, les vendeurs de pétrole et de gaz, les réactionnaires, les racistes, les machos, les terroristes, les fanatiques religieux, les mafieux, les fachos, etc. Voilà. Et il me semble que tant que les écologistes ne seront pas capables de dire que la bataille du XXIe siècle, c'est écolo contre facho, eh ben, les gens ne croiront pas vraiment que les écolos sont à la hauteur de l'enjeu et qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Troisième point, l'écologie, pour moi, c'est le camp de la raison et de la science. Alors, je suis désolé, je vais être un petit peu abrupt comme ça, mais voilà, quelque part, vous venez de là, l'écologie vient de là, et il va falloir à un moment dire, oui, la crise écologique est fondée sur des faits observables, scientifiques, des réalités. C'est pas juste moi qui pense, hein. On arrête les conneries avec les opinions. Comme dirait l'autre, les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, c'est pas la peine de le montrer à tout le monde tout le temps. Elle peut encore donc, à partir de là, coaliser les réalistes contre les négationnistes. Et là, il y a un enjeu à mettre ça en place et de dire, en fait, moi, je ne te demande pas ton opinion, je te demande quels sont les faits. Point barre. Est-ce que tu as des faits concrets? Aucune autre force politique et sociale, aucune autre vision du monde a aujourd'hui cette capacité. Voilà. Et comme le dit d'ailleurs encore une fois Bruno Latour, je le cite beaucoup, mais quand même, voilà, son petit mémo est quand même assez bien fait de ce point de vue. Euh, il dit, on a des alliés, les intellos, les scientifiques, les inventeurs, les activistes, les militants de l'environnement, les jardiniers, et je peux continuer la liste. Il y a des alliés objectifs de l'écologie, tout de suite, maintenant. Et ça fait pas mal de monde si on met tous ces gens-là, plus les jeunes des mouvements climat, plus les gilets jaunes qui ont compris que, etc. Ça commence à faire du monde. Bref, potentiellement, l'écologie doit, à mon sens, se positionner du côté de nous, on a des arguments qui sont sérieux, qui sont scientifiques, et c'est pas ça qui va vous convaincre, mais à partir de ces arguments, nous, on construit quelque chose où on dénonce le fait que en face, on vous donne juste des opinions qui n'ont aucun sens et qui sont des croyances, et des croyances de type non pas seulement religieuse, mais inventées complètement. Bref, un mensonge. Et enfin, dernier point, l'écologie, c'est un camp sociopolitique, une nouvelle classe qui s'ignore, encore une fois, Bruno Latour, et il dit bien, hein, faire émerger, c'est offrir une nouvelle description de qui on est et de nouvelles perspectives d'action, de ce qu'on doit faire. Et enfin, puisque je sais que c'est un sujet qui revient périodiquement, je trouve que la réponse de Latour est assez bonne. L'écologie est bien de gauche, hein, mais elle est de gauche au carré. Et je trouve que c'est assez bien dit. C'est d'ailleurs, je crois, René Dumont qui disait déjà, je suis bien à la gauche de l'extrême gauche puisque je suis écologiste et que je veux vraiment changer le monde. Voilà, je vous remercie.